Simplement quelques petits mots pour remercier le Rav Sheli pour l'exceptionnel travail qu'il fait au service de l'ensemble de notre Beit Din en tant que Dayan, et puis l'implication qu'il a dans la Kashrut, et au Rav Elkies, qui est directeur de la Kashrut. Alors, la Kashrut, ça fait beaucoup parler, ça interroge beaucoup, et c'est pour ça que je remercie Marc et Albert d'avoir organisé ce moment de rencontre pour que vous puissiez d'abord écouter tout ce que nous faisons et poser les questions que vous avez à poser. Je voulais simplement redire en introduction qu'il y a un combat majeur que nous menons, qui est celui de maintenir la Shrita en France et en Europe. Et dans ce combat que nous avons gagné à de très nombreuses reprises depuis plusieurs années, on commence à avoir quelques échecs. Avec ce qui s'est passé en Belgique depuis maintenant 1 an, en Grèce depuis quelques jours, des déclarations d'hommes politiques français, ça veut dire qu'il y a des difficultés dans la compréhension de l'abattage rituel. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Et voilà, le soutien que vous pouvez avoir à la Kashrut, il est essentiel. Et après, il y a le quotidien de la Kashrut, de la Shrita. Et je saisis cette occasion pour redire qu'au moment du Covid, nos shochatim se sont déployés parfois dans des conditions très difficiles pour maintenir la production de viande cachère. Et donc, il y a des enjeux qui sont très importants à comprendre, qu'on va bien entendu aujourd'hui vous expliquer. Mais je voulais vous remercier parce que vous êtes les consommateurs de viande cachère. Et je voulais que vous disiez à vos amis qui ne mangent pas encore de la viande cachère, il y a 2 raisons de manger de la viande cachère. D'abord parce qu'on respecte la kashrut, et deuxièmement par solidarité avec ceux qui mangent cachère. Parce que plus on est nombreux à manger cachère, et plus notre défense de la shrita, elle a un sens. Voilà, je voulais vous dire ces quelques petits mots simples. Il y a toujours des choses à améliorer, il y a un travail de fond à faire, et nos services sont bien sûr à votre écoute et à votre disposition. Et merci à tous les services qui se déploient au quotidien pour qu'on puisse manger cachère n'importe où en France, et maintenant avec des difficultés qu'on rencontre dans différents pays d'Europe. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence, bon échange, et merci à vous d'avoir participé aujourd'hui à cette journée originale de rencontre dans ce nouveau lieu qui est à vous, qui est à votre disposition, et qui sera de plus en plus à votre disposition avec de plus en plus d'événements qu'on essaiera de faire pour l'honneur du judaïsme français. Merci beaucoup. Merci Joël pour ce message liminaire qui m'aide beaucoup à introduire ce sujet très important qu'est la kashrut. Comme vous le savez, la kashrut, c'est quand même un des grands piliers du judaïsme, mais également un des grands piliers de l'activité consistoriale. Et donc nous allons l'aborder comme il le mérite, sous 3 angles différents, mais qui se rejoignent évidemment. Celui des fondements toraniques et halachiques, qui vont être présentés par notre Dayan, le Rav Sheli. L'organisation de l'activité consistoriale, à proprement parler, la labellisation, le marché, le circuit, de la kashrut par le Rav Elkies, directeur de la kashrut, et enfin tous les aspects administratifs et financiers, mais aussi sans doute politiques de la kashrut par notre directeur général, M. Marc Abensour. Alors, nous allons commencer bien sûr par les fondements de la kashrut, parce qu'il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Et la kashrut, c'est d'abord un certain nombre de mitzvot essentiels de la Torah. Et donc voilà, Rav Sheli, Bechavod. Shavua Tov à tous et à toutes. Dans la Parashat Shmini, nous voyons, après que la Torah a cité l'interdit de manger ce qui n'est pas kasher, il est écrit Ki ani Hashem Elokecha amalcha me'eretz Mitzrayim.
car c'est moi, Hachem, qui t'ai fait monter d'Égypte. La Gemara dans Baba Metzia, page 61b, demande la question. Pourquoi seulement à ce propos de cet interdit, la Torah dit Ki ani Hachem amalcha meretz Mitzrayim? Pourquoi seulement après l'interdit de consommer ce qui n'est pas kasher, la Torah nous dit car c'est moi qui t'ai fait monter d'Égypte? La Gemara répond qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire sous-entendre que même si je vous aurais fait sortir d'Égypte uniquement pour se soumettre à cet interdit qui est de consommer ce qui n'est pas kasher, ça valait la peine. On sait tous ce qui veut dire Yetziat Mitzrayim, les 10 plaies, le passage de la mer Rouge et tous les autres miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Tout cela était valable, ne serait-ce que pour que le clan Israël se soumet à cet interdit de ne pas consommer ce qui n'est pas kasher. Et pourquoi? Les commentateurs expliquent que ce qu'on mange nourrit notre corps et notre âme. Et ça a directement une influence sur nos aspirations spirituelles. Et cela peut même nous amener à altérer notre émouna, notre foi envers Akadosh Baruch Hu. Tellement est l'importance de consommer uniquement ce qui est kasher et tellement est grave de consommer ce qui n'est pas kasher. Nous allons traiter aujourd'hui le sujet de la viande kasher. Sur 3 aspects, sur l'aspect halachique, l'aspect du bien-être du consommateur et l'aspect du bien-être animal. Et nous allons traiter ces choses dans l'ordre chronologique. Pour pouvoir labelliser kasher un aliment de la viande, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de choses à faire, ça demande beaucoup d'investissement et de vigilance. Comme par exemple, il faut déjà commencer par choisir la sorte de bête autorisée. Nous savons tous qu'il faut une bête qui rumine et qui ait les sabots fondus. On ne peut pas emmener n'importe quelle bête à l'abattage. Il faut vérifier les antécédents de cette bête, qu'elle n'ait pas de coups, de morbidité, de problèmes qui la rendent non propre à la consommation. Il y a le maaseh ashrita, l'acte de la saignée, qui comporte 3 éléments fondamentaux. 1, la préparation du couteau. La lame devra être parfaitement affûtée, qu'il n'y ait aucune imperfection, car la plus petite imperfection rend l'animal immangeable. Même si c'est quelque chose qui est très fin, si la lame n'est pas totalement affûtée, sans aucune imperfection, la shrita n'est pas valable et donc l'animal est considéré nevela. Nevela, c'est une bête qui est morte par mort naturelle sans shrita. Il y a l'endroit de la shrita, l'endroit où la saignée doit être faite. On ne peut pas faire n'importe où la shrita. Il faut savoir qu'à 1/10 de millimètre près, la bête peut devenir nevela. La manière de procéder à l'abattage, comme par exemple ne pas appuyer sur le couteau, ne pas s'arrêter, faire seulement un mouvement d'aller-retour. Il est écrit que même si on pose le doigt sur le couteau, au moment où on fait des allers-retours, cela rend la shrita invalide. La bête devient immangeable et considérée nevela. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'appuyer sur la trachée et l'œsophage. Ça doit faire uniquement un mouvement d'aller-retour. Ainsi, il y a la vérification que la bête ne soit pas tréfa, qu'elle n'ait pas de morbidité. Il s'agit principalement de la vérification des poumons étant donné leur activité constante et leur emplacement. On vérifiera qu'ils ne comportent pas de lésions, ni d'adhérence, ni d'autres anomalies. Et c'est par rapport à cela que nous avons 3 niveaux, ce qui est Chalak Bet Yosef, Glat et Kasher. Cela va dépendre de la quantité des adhérences, de la nature et de l'existence. Cette vérification se fait en 2 temps. 1, dès que les poumons sont encore dans la cagée thoracique de l'animal, ce qu'on appelle le bdikat pnim. Donc il y a un baudet qui vérifie tout ça. Et ensuite, les poumons sont retirés et à l'extérieur, ils sont encore une fois examinés. Ils sont même insufflés afin de voir qu'il n'y ait aucune anomalie, aucune lésion, aucune adhérence.
Après cela, il y a une obligation de retirer toutes les graisses prohibées, ce qui est appelé chelev. Le issur chelev, il faut savoir, ça fait partie des interdits très graves que celui qui le consomme est coupable au karet. Il n'y a pas beaucoup d'interdits à la consommation qui sont bekaret. Chametz bepesach, dam hanefesh et les graisses prohibées. Il faut ensuite retirer certaines artères qui sont engorgées de sang. Et ensuite, on passe à la cachérisation de la viande au gros sel, afin de faire dégorger tout le sang qui est dans la viande. Tout cela, bien évidemment, est effectué par des shochatim et des boktim compétents qui sont agréés par le grand rabbin, qui ont été agréés par le grand rabbin de Paris, bien évidemment après qu'il lui a été approuvé sur leur savoir-faire et leur yirat shamayim. Je voudrais signaler aussi que le Beddin détient un Rosh HaShochatim qui est le Rav Elbilia, Rav Yoel Elbilia, que lui supervise pour que tout se passe dans les meilleures conditions sur le plan structurel et halachique. Bien évidemment, il y a le Rav Elkies, le directeur de la Kashrut, qui est aussi là pour superviser tout ça. Jusque-là, c'est sur le plan halachique. Là, je voudrais rappeler ce que Shlomo HaMelech dit. Derachea darkei noam vechol netivotea shalom. Les voies de la Torah sont des voies pleines de délices et tous ces sentiers aboutissent au bonheur. Par rapport à ce que nous avons dit sur le plan halachique, je voudrais expliquer ça par rapport au bien-être du consommateur et le bien-être de l'animal. La shrita, l'abattage rituel, peut paraître comme un acte cruel. Peut paraître, je le dis. Mais moi, j'ai une preuve de la Torah que ce n'est pas le cas. Et l'abattage rituel n'est pas du tout un acte cruel. Qui aurait une preuve de la Torah qui nous fait dire que l'abattage rituel n'est pas un acte cruel? Il y a une preuve toute simple. La Torah nous interdit de faire tsar ba'alei chaim. Il est écrit qu'un animal qui a une surcharge, qui le fait souffrir, même si c'est l'animal de ton ennemi, tu as une obligation de l'aider à décharger. Il est même écrit qu'on n'a pas le droit de demander une rémunération sur cela, malgré que c'est ton ennemi. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de voir un animal souffrir. Donc il est forcément dit qu'on ne peut pas venir et le faire souffrir. Donc il est impossible que la Torah nous ordonne de faire la shrita, ce qui veut dire faire souffrir un animal pour pouvoir le consommer. Parce que la Torah, d'autre part, nous interdit de manière explicite de ne pas faire souffrir un animal. Donc il est forcément dit que la shrita ne fait pas souffrir l'animal. Mais je voudrais l'expliquer quand même, malgré qu'on n'a pas besoin de preuves à ce que la Torah nous dit. On est ma'aminim que tout ce qu'Hachem dit, c'est la meilleure des choses. Mais malgré tout, je voudrais, quand on le comprend, quand nous avons les preuves, il est bien de les citer, ne serait-ce que pour renforcer la émouna. Comme nous l'avons dit plus tôt, le couteau doit être parfaitement aiguisé. La moindre imperfection rend la bête immangeable. Il faut savoir qu'une personne qui se coupe avec un couteau qui est très bien aiguisé ne sent pas de douleur, ne subit aucune douleur. Il s'en rend compte qu'il s'est blessé uniquement dès qu'il voit le sang gicler. Vous pouvez poser la question à un chirurgien qui a eu besoin de faire une opération en urgence et qui s'est blessé. Vous verrez qu'il n'a rien senti au moment où le couteau l'a blessé. Uniquement dès qu'il a vu le sang couler, il s'est rendu compte qu'il s'est blessé. Donc a fortiori que l'animal ne sent rien au moment où le couteau passe. J'y arrive. De plus que ça, des scientifiques qui sont investis dans la recherche sur les réseaux artériels cérébraux des mammifères, ils ont découvert que dans la base centrale des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau, cet endroit est nommé chez l'homme le cercle de Willis et chez l'animal le réseau des merveilles. Il y a le cerveau et en bas il y a un réseau d'artères qui alimente le cerveau. Chaque médecin débutant sait que dès qu'il y a une baisse de pression
sanguine à cet endroit, il y a une perte de connaissance. Chaque médecin débutant le sait. Donc du moment où il y a la saignée, et donc le sang commence à gicler à l'extérieur, et le cerveau n'est pas alimenté parce qu'il y a l'artère carotide qui est sectionnée par la shrita, au moment de la shrita même, ce qui fait que le sang qui est supposé alimenter le cerveau va couler à l'extérieur, donc ce qui fait forcément qu'il y ait une perte de connaissance chez l'animal, et ce qui fait qu'il ne souffre pas. Au plus, ça prend 2 secondes, au plus. Une autre étude qui démontre que les animaux autorisés, comme nous avons dit, ceux qui ruminent et qui ont les sabots fondus, ce sont des animaux qui ne craignent pas l'abattage. Les bêtes non cachères, s'ils assistent dans un site d'abattage, ils se sauvent, ils sont effrayés. Les animaux cachères, c'est très, très intéressant, ils ont été présents dans un site d'abattage, les portes étaient ouvertes, il y avait des moutons, ils ne se sauvaient pas. Les behémoth kshérot ne se sauvent pas, ne craignent pas l'abattage. Donc il n'y a même pas un tsar balechaim en amont, il n'y a même pas une souffrance en amont. Il en résulte que la shrita ne cause aucune souffrance ni peine à l'animal. Et comme nous avons dit, même avant la shrita, les bêtes n'ont pas de souffrance. Et pour finir, le bien-être du consommateur, il est évidemment privilégié avec la shrita, du fait que la bête perd une grande partie de son sang pendant l'abattage rituel, ce qui évite l'engorgement de sang dans la viande. Car une viande qui est engorgée de sang, elle peut avoir des problèmes d'hygiène et des problèmes à la consommation et s'abîme très vite, ce qui peut engendrer des problèmes aux consommateurs. De plus, la vérification des cas morbides, cela bien sûr protège le consommateur du fait qu'un animal qui porte une maladie peut, chas v'shalom, la passer au consommateur. Comme nous avons dit, le fait de suivre le Derech HaTorah, de faire ce que la Torah nous ordonne, c'est la première source de bonheur. Je profite par cette occasion de remercier M. Mergui, le président du consistoire, à qui j'ai beaucoup d'admiration. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on admire quelqu'un, avec le temps, ça devrait un peu baisser, s'estomper. Voilà, merci. Et là, c'est l'inverse. Et c'est en voyant son investissement, sans cesse, comment il essaye toujours d'améliorer, comment il prend à cœur tous les problèmes de la communauté, que ce soit des grands problèmes ou des petits problèmes, ils sont au même niveau, il veut tout traiter. Ce qui doit être fait pour demain, pour lui, ça devait être fait hier. Ainsi, M. Abensour, qui est à ses côtés, le directeur général, et bien sûr toutes ses équipes autour, qu'Hachem leur donne le koach, la savlanout, et qu'Hachem nous aide, qu'il n'y ait pas d'erreur par nous, et que Tishre Shrina b'maaseh yadinu, qu'il n'y ait que le shalom et ribouy kvod shamayim. Merci Rav Sheli pour cet éclairage aussi succinct que profond. Nous allons donc donner la parole maintenant au Rav Eli Elkies qui va nous parler de l'activité consistoriale à proprement parler concernant la cacheroute. Merci. Monsieur le secrétaire général, mon cher ami, cher Marc, monsieur Mia. Moi, Verabotaï, je voudrais tout de suite, très vite, parce que notre temps est compté, sans perdre de temps, vous dire qu'à ce jour, nous avons 260 points qui portent la Théouda du Bédine de Paris. 260 commerces. Parmi eux, il y a 142 restaurants, 36 pâtisseries, 39 boucheries et 40 traiteurs. Alors, je vous laisse imaginer les problèmes qui peuvent surgir tous les matins de 260 restaurants. Baruch Hashem, nous avons le Dayan qui est à côté de nous depuis quelques années et
qui par sa grande sagesse et érudition, bien qu'il est jeune, et c'est son premier poste, je t'ai jamais dit ça, hein, mon cher Benjamin, c'est son premier poste en tant que Dayan. J'étais avec lui, on était ensemble jeudi dernier, au silo de blé qui nous approvisionne en grains de blé pour la fabrication des matzot de Pessah. J'étais très surpris, très agréablement surpris de voir l'étendue de sa connaissance sur le blé, pour déterminer un blé avant même qu'on ne l'ait moulu, quelles doivent être ses propriétés, comment il doit être, et comment, etc., etc., etc. Alors, rapidement, je vous dirais que aujourd'hui, moi je suis là au consistoire au Bénin de Paris depuis 22 ans aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'au cours de ces 22 années, nous avons tous les ans, le Bénin, à chaque fois qu'on a pu, on se remet toujours en question pour améliorer et élever le standard de cacheroute de notre cacheroute. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quiconque vient nous demander une terouda de cacheroute, on lui exige, on lui demande d'abord de nous apporter une attestation de son rabbin, comme quoi il est fidèle à la synagogue et qu'il participe aux offices de Shabbat et des fêtes. Et moi-même, je continue dans ce sens-là. On ne conçoit pas qu'un juif cherchant à nourrir, à donner des repas cachers ou travailler dans le cachère qui ne soit pas assidu à une synagogue et participe à une synagogue, aux offices d'une synagogue. Ça, c'est une des conditions sine qua non pour avoir la théoda, pour pouvoir espérer être présenté au Bédine et étudier son dossier. Deuxième chose importante pour nous, c'est qu'il faut qu'un chômeur soit présent dans l'établissement. On ne donnera pas une théoda à quelqu'un qui ne prend pas à sa charge un chômeur. Alors c'est vrai que plusieurs personnes disaient « ouais, on ne voit jamais le chômeur, il n'est jamais là, et c'est pas vrai ». Alors depuis 2 ans maintenant, sur toutes les cartes, je vous ai apporté une carte, une théouda, sur toutes les cartes, et vous le verrez vous-même chez les pâtissiers, les bouchers et les traiteurs, ils n'ont pas de carte individuelle, mais en tout cas les restaurants, nous portons le nom du chômeur avec son numéro de téléphone. Vous ne trouverez jamais, vous ne pouvez pas trouver une carte quelque part sans ce nom-là. Ici, par exemple, Nina Chouchi, Bassari Viande, etc., le chômeur Kevin Gage avec son numéro de téléphone. Et on demande aux clients de l'appeler si jamais ils ne le trouvent pas, s'ils ont une question, s'ils ont un souci quelconque, eh bien, ils ont le nom du chômeur. On a eu des problèmes avec des chômerimes qui ne voulaient pas qu'on porte leur nom. Eh bien, je les ai fait licencier. Parce que c'était ça, une des conditions, de manière à rassurer les gens et que tout le monde sache, oui, il y a un chômeur. Et il n'est pas bidon. Donc, voilà, d'une manière générale, très rapidement, ce que les bases, ce que nous exigeons. Bien sûr, il faut bien sûr qu'il soit juif, que cette personne soit juif. Ou alors, il peut être associé avec un non-juif, mais au moins que le gérant soit juif, de manière à ce qu'on puisse, si on a un souci quelconque de cacheroute, eh bien qu'on puisse avoir un interlocuteur qui puisse nous comprendre et avec qui on peut partager certaines choses et qu'on puisse avancer. Mais sans cela, ça serait très difficile. Nous avons beaucoup de demandes de non-juifs. J'ai sur ma table un non-juif qui veut faire du cognac, par exemple. Eh bien, j'essaie de le présenter aux négociants, de le faire connaître, le présenter aux négociants juifs que nous avons pour voir s'ils peuvent travailler ensemble éventuellement. Et très souvent, ça marche. Alors, en ce qui concerne la certification, bien sûr, on n'exige pas que la personne soit juive, mais en tout cas, toutes les sociétés qui s'adressent à nous, nous avons un cahier des charges. Tout d'abord, nous avons deux inspecteurs, 2 chimistes qui se rendent faire un audit sur place, et en fonction de ce qu'ils voient, et ensemble, on établit un cahier des charges, et selon cela, s'il accepte,
on décide de fabriquer ou non. Aujourd'hui, mes chers amis, je vous rappelle que nous détenons tous les plus grands groupes des matières premières de France, voire d'Europe. Nous travaillons avec les plus grandes sociétés qui fabriquent les enzymes et toutes les matières premières, c'est-à-dire pratiquement les États-Unis, Israël, travaillent, utilisent nos matières premières. Monsieur Tapia et M. Msika passent des journées, des heures et des heures d'études pour pouvoir... On a plus de 600 certificats concernant des matières premières qui sont sous notre label. Tous les grands rabbinats du monde travaillent avec ces attestations. En Israël, il y a certains rabbinats israéliens qui viennent visiter eux-mêmes, qui nous demandent de venir visiter, voir un petit peu comment on travaille. On n'a aucune raison, on leur ouvre les portes, on les accompagne pour leur montrer comment on travaille. Et Baruch Hashem, ce domaine est en progrès constant d'année après année. D'ailleurs, peut-être Marc il dira un petit mot là-dessus. Nous fabriquons beaucoup de choses, mais surtout, c'est vrai, il est vrai, aux grandes dames de notre président, Cherki me dit, mais pourquoi nous n'avons pas ce qu'on appelle les produits de la ménagère? C'est vrai, on n'excelle pas dans ces produits-là. Ce n'est pas par faute de vouloir le faire, mais il se trouve aujourd'hui, les distributeurs qui les fabriquent, bon, ils ont des accointances avec tel ou tel rabbinat local où ils importent beaucoup d'Israël, et c'est ce qui fait que nous sommes un petit peu en retrait à ce niveau-là, mais à part ce que je vous ai dit, nous fabriquons du cidre, nous faisons du vin, on n'a plus... Là, demain, je pars à Bordeaux pour 3 jours. Cette année, nous avons plus de 25 caves qui vinifient avec le Bédine de Paris. Nous fabriquons des vanilles, des sirops, des pains spéciaux, de la boutade, etc., etc. Mais il est vrai, sur les mayonnaises, et toutes ces petites choses-là, tous ces éléments-là, nous sommes un petit peu en retrait. Bon, encore une fois, ce n'est pas faute de vouloir le faire, mais quelque part, en ce qui me concerne, ces produits-là que nous faisons et qui sont distribués dans le monde entier, en Israël surtout, eh bien, nous portent très haut dans l'esprit et dans des grands rabbinats et dans l'agrément et la confiance que les grands rabbinats de ce monde, le OU par exemple, tous nos produits sont labellisés OU. Automatiquement, les grands rabbinats d'Israël, la Rabbanout d'Israël, nous donne son label systématique à tout ce que nous fabriquons, tous nos produits, à la demande des fabricants ou des importateurs israéliens, portent le logo du rabbinat d'Israël. Donc tout cela pour vous dire combien nous sommes en expansion, Baruch Hashem, nous allons de plus en plus de progrès en progrès. Et je voulais surtout mettre l'accent aussi, vous expliquer que, par exemple, ce que nous faisons, nous avons un standard qui est de plus en plus reconnu et de plus en plus apprécié et reconnu par les rabbinats. Aujourd'hui, nous avons certains rabbinats locaux démarchent nos restaurants pour qu'ils nous quittent et qu'ils aillent chez eux. Sachez-le. Il y a des personnes représentant deux rabbinats de Paris qui font le tour, qui vont voir les restaurateurs pour leur dire de venir, de prendre notre logo. Il est vrai que ça m'embête, je n'ose pas prendre le téléphone et leur dire ce que je pense de leur démarche, mais en fait, c'est que quelque part, c'est qu'ils reconnaissent en quelque sorte qu'aujourd'hui, on ne l'a jamais eu depuis que je suis là, nous n'avons jamais eu à rougir de notre logo. Au contraire, notre shrita est reconnue d'ailleurs pendant le Covid. Mon cher M. Miyara, un des rabbinats orthodoxes de Paris avait un manque de shohatim. Les shohatim ne pouvaient pas venir d'Israël.
et on leur a prêté 2 de nos shochatim. Eh bien, ils les ont piqués. Voilà. Tout simplement, ils nous les ont pris. Ils leur ont proposé de les salarier et ils leur ont donné un salaire plus élevé que ce que nous espérions leur donner. Et en fait, on a perdu de shochatim. Mais après, on entend certains critiquent le rabbinat de Paris. Moi, je vous dis ce qu'il est vraiment et comment nous travaillons aujourd'hui. Le grand rabbin Guggenheim, Zacher Letov, il est au fait de tous ces problèmes et il a une expérience et une connaissance véritablement très très vaste du monde de la cacheroute, du fait déjà de par sa pratique qu'il a dans la cacheroute de plus de 40 ans, parce qu'avant même qu'il soit grand rabbin de Paris, il était dayan de la cacheroute pendant plus de 25 ans, donc il maîtrise très bien tout cela. Les rabbinats, comme je disais tout à l'heure, nous respectent pour la compétence du personnel rabbinique qui gère la cacheroute. Et je voudrais aussi attirer votre attention, et je terminerai là-dessus. Hier, dans la paracha, la Torah nous précise qu'avant qu'Abraham n'envoie Eliezer pour aller chercher une femme, une jeune fille pour son fils, la Torah précise que Eliezer était un Moshel Bechol Asherlo. Il gérait, il avait la main sur tout ce qu'il possédait. C'était son intendant sur qui il faisait une entière confiance. Un Moshel Bechol Asherlo. Il avait l'autorité sur tout ce qu'il avait. Et Abraham ne lui demandait pas de compte ni rien du tout. Mais la question est, pourquoi au moment où il veut l'envoyer chercher une jeune fille pour son fils, il le fait jurer de ne prendre qu'une jeune fille de sa famille et de sa ville natale? Pourquoi il ne lui fait pas confiance? Pourquoi il le fait jurer? Chachamim veut dire qu'en fait, pour ce qui était de la gestion de ses biens, Abraham il lui faisait confiance. Peu importe qu'il prenne un peu d'argent, qu'il vole un petit peu, ou qu'il truande, ou qu'il trafique, ça lui importait peu. Il n'était pas près de cela. Mais lorsqu'il s'agissait de l'envoyer faire une mitzvah, de choisir la fille qui va être la matriarche d'Israël, et ça, il ne pouvait pas lui faire confiance, il a fallu le faire jurer. Pourquoi je vous dis ça? En étudiant ça hier, je me suis dit, aujourd'hui, plusieurs personnes, nous avons souvent des problèmes, des petits soucis avec des restaurateurs ou des pâtissiers qui me disent « Mais attendez, monsieur le rabbin, mais ce produit, il est cachère, mais je l'ai acheté chez tel distributeur, mais c'est un distributeur juif. » Aujourd'hui, mes chers amis, sachez qu'il y a une prolifération de cacheroute. Aujourd'hui, vous rentrez dans des magasins, vous verrez le nombre multiple qui se multiplie jour après jour, des cacherouillottes qui s'ouvrent et personne ne connaît qui est derrière. Je peux vous donner des exemples. Personne, soit il y a des rabbins qui habitent dans des pays lointains et qui mandatent des chomrim en France pour fabriquer à droite et à gauche, soit même des gens que moi-même je n'arrive pas à connaître qui est derrière. Ils habitent en France et on ne les connaît pas. J'en connais 3, et je suis incapable de vous dire qui c'est derrière. Et nous faisons ce boulot pour vous. On passe un temps monstre pour chercher, chaque fois qu'on voit une nouvelle cacheroute, pour déterminer qui est derrière, quel est son standard, qui sont les chomrim qu'il a envoyés. Est-ce que vraiment on peut vous laisser les manger? Et c'est pourquoi vous pouvez entendre des fois que nous sommes très exigeants avec les restaurateurs ou avec les traiteurs sur le produit cachère qu'ils ont mis en vente. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas si je l'ai ici, nous avons établi une liste, enfin je ne l'ai pas, dommage, une liste des hashgachot que nous préconisons aux traiteurs pour vous donner le meilleur qui se fait, de ce qui se fait le mieux au niveau de la cacheroute. Et c'est pourquoi j'insiste, Marc, regarde avant, j'ai fini, j'insiste pour vous dire combien notre standard est très très élevé aujourd'hui. Et nous nous battons pour ça, et nous continuerons à nous battre, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous irons, mais de progrès en progrès, j'en suis sûr. Faites-nous confiance, on a besoin de vous, on a besoin que vous nous restiez fidèles, pour que c'est avec vous qu'on pourra continuer à grandir et grandir. Amen, vers Amen. Merci Ravel Kiyes.
Nous allons donner la parole maintenant à M. Marc Abensour, le directeur général du consistoire, qui va aborder la question cruciale de l'administration de cette cache-route et son financement, l'aspect financier. N'oubliez pas que après ce triptyque des intervenants, il y aura une séance de questions-réponses. Donc vous allez pouvoir interroger nos orateurs à la tribune et ils vous répondront au coup par coup. Il y a, sur la question de l'administration et du financement, alors il y a beaucoup de questions qui se posent. La question qui va s'imposer tout de suite, c'est bien sûr la question de savoir si le consistoire se gave sur le dos du consommateur avec des marges qui expliqueraient la cherté de certains produits. Alors d'abord, on va commencer par essayer de lever un certain nombre de préjugés. Je crois que Marc Abensour est le mieux placé pour le faire. Merci beaucoup Albert. Messieurs les rabbinim, si vous permettez, mesdames et messieurs. Effectivement, c'est un sujet toujours très important, compliqué. Et je dirais que je voudrais, si tu me permets Albert, commencer simplement par rajouter quelque chose à ce qu'ont dit nos rabbinim au niveau de l'organisation. Nous avons à cœur à avoir une cache-route complètement sécurisée, c'est-à-dire garantie d'une cache-route qui est irréprochable. Je vais vous démontrer cela simplement en vous expliquant simplement que notre cache-route, elle est axée sur dans deux directions. La première, c'est le conseil. Nous avons à cœur de conseiller tous nos producteurs, mais aussi tous nos distributeurs. Quand je dis distributeurs, évidemment, ce sont les restaurants, les boucheries, etc. Donc, conseil et contrôle, parce que la confiance n'empêche pas le contrôle. Donc, le conseil, c'est que nous avons notre dayan, le rabbin, le directeur de la cache-route aussi, et nos services qui conseillent ces restaurateurs en leur expliquant pourquoi est-ce qu'il faut utiliser telle ou telle chose, le nettoyage, par exemple, des salades, enfin de tout. Il y a une pédagogie qui est sans cesse sur le terrain. Et ça s'explique par le fait que nous avons, comme l'a dit le Rav Elkies, l'exigence d'avoir un chômeur sur place. Donc, contrairement à d'autres Ashgachot, sans en nommer, mais vous allez dans n'importe quel restaurant qui n'est pas Beddin de Paris, Badas, ce qu'on appelle aujourd'hui Badas, vous n'avez pas de chômeur à demeure, ou pratiquement jamais. Sur le Beddin, et on peut aller se promener ensemble si vous voulez, il y a toujours un chômeur. Il y a toujours un chômeur, je répète. Donc c'est important parce que ce chômeur va garantir, va surveiller, va nous donner la garantie que dans les cuisines, tout est OK. Donc il y a ce conseil tous les jours, constant, puisque nous avons quelqu'un sur place. Et le contrôle dont je vous parlais, il est très simple. C'est que nous avons en plus, sous la responsabilité de notre dayan et du rabbin Rav Elkies, Eli Elkies, nous avons des shomrim klalim. Ce qu'on appelle des shomrim klalim, ce sont des shomrim itinérants qui passent leur temps à contrôler ces mêmes shomrim qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez à n'importe quel moment chez les restaurateurs un chômeur. Nous avons une brigade de shomrim klalim, ce qu'on appelle des shomrim qui se déplacent et qui, sans prévenir, rentrent dans ces restaurants. Et dites-le auprès de vous, autour de vous, parce que c'est la réalité des choses. Nos shomrim qui se déplacent vont, de manière intempestive, sans prévenir, faire des contrôles sur place. Donc ils se déplacent, ils regardent dans les frigos ce qu'il y a, ils regardent comment c'est produit, comment c'est consommé, comment c'est préparé. Donc vous avez aussi cette garantie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne garantit que notre cache-route? Parce que nous ne disons jamais, et vous ne verrez jamais le dire, les autres ne sont pas cachés, chas v'shalom. Nous savons simplement que nous, puisque nous avons surveillé depuis le départ de la production jusqu'à la consommation, notre cache-route, nous l'avons vu. Donc nous savons que la nôtre est cachère et c'est ce qu'on attend de nous, c'est de garantir notre propre cache-route. On ne connaît pas les autres, donc on ne dit pas que les autres ne sont pas bonnes encore, je répète, mais on dit que la nôtre, on en est sûr. Et on a des standards, dont notre dayan en parlera tout à l'heure, des standards que vous verrez, qui sont très stricts et très rigoureux. Donc je peux avoir la fierté de dire que nous avons une cache-route absolument rigoureuse. Donc c'est conseil, comme je vous ai dit, et contrôle. Sur les prix, puisque tu me parlais ça, donc on ne se gave absolument pas, on ne se gave pas. Et je vais vous expliquer, vous allez avoir une idée tout de suite. Sur la viande, par exemple, sachez qu'au prix de revient net, c'est-à-dire que nous, comme vous le savez, nous mettons à disposition une équipe de shochatim, donc qui se déplace dans les abattoirs pour produire cette viande cachère. Donc
alors j'en profite pour rendre hommage, comme l'a fait tout à l'heure le président Joël Mergui. Ce sont des gens, sachez que ce sont des gens qui, tout de suite après une sortie de Shabbat ou une sortie de fête, donc lorsqu'on est, vous savez que nous fêtons toujours nos fêtes et à la fin, nous sommes un peu fatigués parce que la journée est longue, parce qu'on a prié, parce qu'on rentre à 22h pour faire l'Avdallah, etc. Ben nous avons la chance de pouvoir nous dévêtir, nous reposer, prendre une douche. Ces gens-là à qui je rends hommage, pratiquement dans la demi-heure qui suit, sont déjà dans les trains. Pour être à 4h du matin dans les abattoirs, il faut qu'ils partent pratiquement à la sortie des fêtes. Donc c'est compliqué, mais c'est le prix à payer qu'ils acceptent vraiment, ce sont même des sadikim pour moi, qu'ils acceptent de nous donner pour pouvoir produire cette viande. Mais ça, c'était qu'une parenthèse, mais lorsque c'est fait, donc nous salarions ces shoratim, donc ce n'est pas pris en charge par le producteur de viande, donc, qui est le chevillard. En revanche, évidemment, il nous paye des royalties, c'est-à-dire le prix de revient de ces shoratim, plus une marge, évidemment. Eh bien, mesdames et messieurs, la marge est de 70 centimes par kilo de viande. Donc, lorsqu'on dit que la viande est chère à cause du consistoire, je vous dis franchement les choses, sur une viande à 15, 17, 20 euros le kilo, prix de consommateur, nous ne prenons que 70 centimes. Je crois que ce n'est pas à cause du consistoire que le prix de la viande est cher. C'est important de le savoir, je pense. Sur ces 70 centimes en plus, ce n'est pas un montant réservé à nos primes personnelles, mais c'est réservé à répondre à d'autres choses, à d'autres dépenses finalement. Je donne un dernier exemple et je m'arrête là, Albert, parce que je crois que je suis un peu long. La liste qui est produite donc chaque année est une liste mise à disposition gratuite. Je répète, vous le savez, elle est gratuite. Celle-ci mobilise nos pharmaciens et nos chimistes, donc 3 personnes, pratiquement 1 mois et demi, 2 mois sous votre contrôle, Raphaël Kies. 2 mois de salaire donc de ces 3 personnes, plus les déplacements parce qu'ils font le tour des usines finalement, des grandes marques, pour produire une liste complète. Alors tous les jours, elles essayent de s'étoffer, hein. Ça peut paraître pas assez, mais je peux vous dire qu'en tout cas, tous les jours, ils travaillent dessus pour mettre à disposition gratuitement à toute la communauté, qu'elle soit consommatrice de Beddin, Badatz, ou qu'elle soit consommatrice d'autres choses. En tout cas, nous l'offrons à toute la communauté juive en France. Voilà. Alors, là encore, clair et précis. Vous voulez rajouter quelque chose D'abord, pour dire que les magiciens, c'est vrai, j'ai oublié de parler d'eux, toutes m'excuses, ils sont tous les jours, on s'embête tous deux. Bref, sachez que les magiciens sont payés par le consistoire, ils sont indépendants. D'accord? Ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Ils ont un salaire qui tombe tous les mois par le consistoire. Ça, c'est une chose. Quand il a parlé, bon, il a été trop bref, parce qu'il aurait pu parler des heures, Marc, de ce qu'il sait sur la cache-route. Mais en tout cas, quand il dit que la liste est gratuite, quand M. Abensour dit que la liste est gratuite, il a oublié, non, il n'a pas oublié, mais pas, dans sa modestie, il ne l'a pas dit, c'est que les sociétés qui figurent ne payent rien. Personne ne paye. On se déplace, on le téléphone. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on fait pour obtenir des renseignements. Mais personne ne paye. Parce que certaines personnes me disent, ben oui, mais parce qu'ils ne vous ont pas payé cette année, vous les avez retirés. Non, personne ne paye. Aucune société qui figure sur la liste ne paye quoi que ce soit. C'est gratuit. Il y a plus de, je ne sais pas combien de milliers tous les ans, j'envoie, mais il faut voir le baratin que je le raconte pour qu'il nous envoie les documents, parce qu'on a besoin. Et en voiture, voilà, nous sommes 600 000 personnes et que nous développons, nous faisons... Bref. Pour les attirer, il y a certains qui jouent le jeu ou qui acceptent ce que je leur vends pour nous donner des informations. Mais voilà, c'est gratuit. Ça, c'est très, très important pour vous dire ce que le conseil... Parce qu'en vérité, je vais vous dire, un jour, vous savez quoi? Un jour, je voulais faire arrêter la liste il y a une quinzaine d'années parce que quand j'allais voir, tiens, on va le dire une fois pour toutes. Au début, là, j'allais voir des distributeurs pour leur dire pourquoi on ne fait pas les gâteaux. Et vous savez ce qu'ils me disaient? Mais pourquoi voulez-vous que je vous donne des gâteaux quand vous permettez les gâteaux LU et les gâteaux X et Y sur la liste? Pourquoi voulez-vous que les gens viendraient acheter des gâteaux Bédine de Paris quand... ok. Alors, j'ai posé la question au Bédine. J'ai posé la question au consistoire. Je lui ai dit, vous savez qu'on perd beaucoup de marché à cause de ça. Et vous savez quelle a été la réponse? Il dit, nous, le Bédine de Paris, le consistoire de Paris, est un service
comment il a dit? Service public. Service public, nous sommes là pour toute la France. Cette liste concerne bien sûr les Juifs de Paris, mais c'est aussi les Juifs de Tataouine-les-Bains et de Tartampion et de Saint-Jean-de-Luz. Tous ces gens-là qui sont éparpillés en France et qui n'ont pas comment on appelle ça, de supermarché cachère, eh bien, ils peuvent manger cachère grâce à ça. On va passer aux questions. Pardon. Merci Ravel-Guez pour cette précision. Avant de passer aux questions-réponses, Marc Abensour, la question des traiteurs, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, évidemment, avec plaisir. C'est aussi une question. Alors, très importante. Vous parlez certainement de ce que j'aime appeler, moi, la contribution communautaire et non pas la taxe communautaire ou la taxe consistoriale, qui ne veut rien dire. D'abord parce que nous ne taxons personne et que, il faut le savoir là aussi, lorsqu'il y a une réception, effectivement, on demande une contribution communautaire. Cette contribution communautaire dans une réception, c'est 450 € pour la totalité de la réception lorsque ça ne dépasse pas 220 personnes. Effectivement, quand il y a plus, mais je vous ai expliqué pourquoi, on demande pratiquement 650 ou 700 €. Mais là aussi, à quoi ça sert? En fait, parce que nous dépêchons sur place un vacataire, c'est-à-dire un chômeur vacataire, qui va passer la journée au moment de la réception. Donc, pour contrôler, encore une fois, c'est toujours contrôle et conseil, pour contrôler que tout ce qui a été préparé pour cette réception, et vous le savez, les traiteurs préparent 2 ou 3 jours avant. Donc, pendant tout ce temps-là, la personne que nous dépêchons va contrôler, va être sur place pour bien assurer à ses convives que vous mangez bien cachère Badatz, Beddin de Paris, que tout est fait dans les normes. Pour cela, évidemment, nous payons quelqu'un. Donc, c'est simplement la rémunération, c'est-à-dire que c'est 450 € avec une toute petite marge, je vous l'accorde, ça sert surtout à payer cette personne. Donc, ce n'est pas une espèce de contribution que nous gardons au consistoire, puisque nous dépêchons sur place quelqu'un qui est payé pour cela, pour garantir encore une fois aux convives que tout est cachère. La petite marge qui sert, il faut être franc et honnête, évidemment, comme toujours, il y a une petite marge. Bien sûr, on ne paye pas 450 € la personne qui vient sur place, on la paye moins. Il y a à peu près 100 à 120 € en toute transparence qui revient au consistoire. Et bien, ça sert à 2 choses. Nous avons un service social, c'est-à-dire qu'il nous arrive de financer en partie, voire parfois en totalité, des réceptions pour des personnes qui n'ont pas les moyens de faire une réception. Donc nous payons directement des mariages pour des couples qui n'ont malheureusement pas les moyens. Nous donnons accès à la synagogue, donc avec la totalité de la prestation pour une choupa. Ça coûte de l'argent, donc nous allons le prendre de cette marge éventuelle. Donc c'est ce que j'appelle la solidarité entre nous tous. Arevim Zelazé, évidemment, donc ceux qui ont les moyens de payer payent pour ceux qui n'ont pas les moyens. J'ajouterai juste une petite chose, mon cher Albert, c'est 450 € rapportés à une réception dans laquelle en général les consommateurs signent chez le traiteur pour, évidemment, ils font du travail, je ne dis pas le contraire, pour 25 ou 30 000 € la réception globale de la soirée. 450 €, qu'est-ce que c'est? C'est 1 €, 1,20 €, 1,50 € rapporté au nombre d'assiettes. Donc 1,50 € par convive, je pense que nous ne gavons pas et ne taxons pas de manière si importante. Ce petit euro est une tzedaka que chaque convive donne, finalement, et qui sert au social. Je finirai juste par ça. Alors c'est le lien, pour voir que tout est lié. Nous avons à peu près 1 million à 1,5 million de tzedakot, c'est-à-dire 1,5 million d'euros par année, qui sont distribués dans nos synagogues. Et faites le calcul vous-même, ça va très vite. Nous avons 82 synagogues, 52 Shabbatot, et vous avez à peu près 4 à 5 familles qui sont soutenues systématiquement par synagogue. Le compte est bon, on a à peu près entre 800 et 1 million d'euros qui sont redistribués systématiquement comme cela. Donc encore une fois, ça ne reste pas dans la poche du consistoire, c'est pour distribuer à ceux qui en ont besoin. Donc nous comptons sur vous, et voyez par transparence, il n'y a rien qui reste simplement pour la grande sphère consistoire, mais plutôt pour une solidarité communautaire entre nous tous. Merci. CQFD, c'est assez convaincant. Il y a une question qui nous brûle tous les lèvres, c'est la question du Chalak Bet Yosef. Monsieur le rabbin ou monsieur Intel, moi je ne peux pas manger la viande Beddin parce que je mange Chalak Bet Yosef et donc la viande Beddin, je ne peux pas la consommer. Que répondez-vous à ça, monsieur de Layan?
On l'entend souvent. Il faut savoir que le Bédine prend en considération toute la communauté en entière, que ce soit Sfarad, Ashkenaz, plus ou moins leur niveau de... Le Bédine produit et le Chalak Bet Yosef, et le Glat, et le Kacher. Donc il suffit de voir sur l'emballage que ça soit mentionné Chalak Bet Yosef et c'est Chalak Bet Yosef. Ou bien de demander au boucher, est-ce que la viande qu'il lui propose est Chalak Bet Yosef ou pas. Mais c'est sûr que le Bédine met au service de la communauté même de la viande qui est Chalak Bet Yosef. Voilà, la réponse est claire. On peut passer aux questions? Badatz Paris. Qu'est-ce que ça veut dire Badatz Paris? Parce que c'est 3 personnes m'ont posé la question tout à l'heure. On vérifie, sachez, mes chers amis, en Israël, on parle de Badatz. Micro. En Eretz Israël, par exemple, vous entendrez rarement un Israélien vous dire le Bédine de Natania. Il dira la Rabbanou de Natania ou le Badatz Bet Yosef, Badatz X, Badatz Z. Et les Américains, bref, partout aujourd'hui, on parle de Badatz. Et nous, on le disait d'ailleurs. Nous, on a toujours écrit Bédine Tzedek, c'est écrit en hébreu, Bédine Tzedek Paris. Bédine Tzedek veut dire Badatz, tout simplement. Le Bet Dalet Tzadik, c'est Badatz. Et j'ai suggéré un jour au Bédine de moderniser en quelque sorte notre nom et de lui donner l'appellation qui est donnée pratiquement dans le monde entier. Pourquoi nous on continue à dire Bédine Tzedek où les gens ne comprennent pas? Ce que ça veut dire Bédine Tzedek, ça veut dire le tribunal de justice. Eh bien c'est Badatz, c'est pédiouk ça. Et merci. Et désormais j'aimerais au moins que les gens sachent nous affilier en quelque sorte à cela. Deuxièmement, je voulais vous dire, j'ai oublié, j'ai été très ému tout à l'heure. Vous voyez, vous avez remarqué que de plus en plus, je parle plus vite et plus rapidement. Eh bien, sachez, mes chers amis, que depuis le Covid, on n'a jamais autant ouvert de restaurants que depuis qu'on a été confinés. C'est incroyable. Et j'ai profité, pendant le Covid, où les mashgiachim pouvaient ne pas être présents dans les restaurants qui faisaient les livraisons. Et les klalim qui devaient tourner ne pouvaient pas sortir. Et votre serviteur ne sortait pas. J'ai imposé, avec l'accord du grand rabbin et du Bédine, qu'il y ait une caméra. Désormais, il y a une caméra qui est placée dans les restaurants. Dans tous les points que nous avons ouverts depuis, ils doivent être 10 aujourd'hui, il y a une caméra qui est branchée, qui est, comment on dit ça, sur les lieux de fabrication. Et le Mashgiach Klali, il a le code et il peut vérifier quand il veut. Voilà, ça c'était quelque chose qu'on a ajouté et qui rassure beaucoup de monde quand je le dis. Je suis un peu fier parce qu'on dit « Ah bon ?» Parce que c'est vrai maintenant. Même à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, eh bien on peut voir. Certainement, on aura l'occasion de la généraliser. Merci pour cette précision importante. C'était important de le dire. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui. Des labels. Non, Marc Abensour. Marc, ok. On a compris la question. À demi-mot, Marc Abensour. Merci. Alors moi, je vais parler surtout de la réponse. Je vais vous donner la réponse administrativo-technique, je dirais. Après, il y aura peut-être aussi une réponse à l'ARIC. Pour vous donner déjà, pour planter le décor en fait, aux États-Unis, c'est bien vu, c'est une mode de manger cachère. En France, pour vous dire, on parlait tout à l'heure de la liste cachère que nous avons qui est gratuite, en fait la liste de produits autorisés auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Lorsque nous avons une grosse partie des grandes marques, de producteurs de grandes marques nationales, qui refusent même de figurer dans notre liste de produits autorisés parce qu'ils ne veulent pas être démarqués cachère ou être démarqués proches des juifs parce qu'ils ont peur du boycott, il faut se dire franchement, du boycott des BDS, etc. Ce qui n'est pas malheureusement, ce qui n'est pas du tout le cas en France, aux États-Unis, pardon.
Je leur ai même proposé simplement de rajouter une espèce de code, OU, ce serait déjà beaucoup, une espèce juste de codification qu'on aurait eu à partager avec vous en interne. Ils ont refusé. Donc on n'a pas du tout la même problématique. Bien sûr qu'on aimerait cela, surtout pour cette liste cachère. Donc on le met. Vous savez qu'on en discute beaucoup, le Raven qui va les voir souvent, juste pour les rassurer. Mais tout ce qu'on vous propose dans la liste, on aimerait avoir plus. Vous savez qu'on visite peut-être 3 fois, 4 fois plus d'usines et de producteurs que ce que nous avons dans cette liste. Mais la plupart nous refusent. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Mais peut-être qu'il fallait se réveiller il y a 40 ans, comme ça, il y a 50 ans, comme ça a été le cas aux États-Unis, où c'est le Satmer Rebbe qui, après la Seconde Guerre mondiale, a pris l'initiative d'aller voir les différents producteurs pour que, sans même qu'on s'en rende compte, créer le You. Et aujourd'hui, où le marché du halal, c'est plus de 11 ou 12 milliards d'euros, donc je ne parle pas de la viande et du vin. En France, si on avait anticipé, ne serait-ce qu'il y a 25 ans, aujourd'hui, les musulmans nous auraient payé notre cache-route. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez dans des provinces retirées et tout. Parfois, vous n'avez même pas le cachère dans des monoprix. Et je parle le basique, le basique. Comme ça ne marche pas, comme les gens n'achètent pas, il y a des gens quand même qui se retrouvent sans cache-route ou qui sont obligés de payer des prix exorbitants pour se faire livrer de la plus grande ville. J'ai bien compris. Il fallait se réveiller il y a 20 ans, 25 ans. S'il n'y avait pas eu les dissensions qu'il y avait entre les différentes alors, madame, nous y serions arrivés. Nous les États-Unis y sont arrivés grâce aux Messirut Nefesh de Gdolim qui se sont investis dans des choses comme ça. Très bien. Alors, nous avons autant de Messirut Nefesh, voire plus, madame. Nous étions déjà réveillés, bien éveillés. Mais je vais vous dire quelque chose. N'oubliez pas encore une fois qu'en France, on a une singularité. La singularité que nous avons, c'est qu'il y a la séparation entre l'Église et l'État. Aux États-Unis, encore une fois, vous parlez de cela, ce n'est pas du tout pareil. Renseignez-vous bien, vous verrez. Cette possibilité qu'ils avaient, ce respect qu'ont les États-Unis, parce que c'est dans leur constitution, c'est le mot que j'ai cherché, merci, c'est constitutionnel. Chez nous, à l'inverse, en France, vous le savez, c'est anticonstitutionnel. Et ce que nous payons aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé passer, c'est parce que c'est ce qui existe statutairement en France. C'est la Constitution qui interdit cela, madame. Et je finirai juste par une chose, si vous me permettez, et nous avons plus de 90 cacherouillottes, parce que nous n'avons pas cette solidarité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que nous, il y a 40 ans, il y avait le consistoire. Tous les gens qui sont venus autour ont créé leur propre cache-route au lieu d'avoir la solidarité et de rentrer dans le cache-route, ce qui était la reconnaissance. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil, aussi. Encore une question. Ravel Kies, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, madame. Dans les années 2000, au début des années 2000, je suis arrivé à cette époque, nous avons créé un logo à l'image des logos américains. Vous l'avez ici, le KBDP. Ce KBDP, il a été déposé. Nous l'avons créé pour masquer le logo cachère, où il y a marqué cachère, Grand Rabbinat de Paris. Et en fait, pour imiter en quelque sorte les Américains. Et donc, ça n'a pas marché. Moi, au début, j'allais voir les grandes entreprises qui travaillaient avec nous dans la liste. Je vous ne citerai que... Comment il s'appelle celui-là qui fait le fromage ail et fines herbes? Boursin. Boursin. J'étais chez Boursin. Vous savez que nous travaillons pour Boursin. Nous contrôlons les Boursins qui vont aux États-Unis avec le label OU. Ils portent les labels OU, ils partent. Et le Boursin qui est vendu chez nous, qui est sur notre liste, n'a pas le cas. Et j'ai été leur dire, pourquoi il n'y a pas le cas? En quoi ça vous dérange? Et la réponse, c'est celle qu'a dit Marc. Et pardon, M. Abensour. Ils m'ont dit, vous savez, aux États-Unis, en vérité, aux États-Unis, et ça c'est vrai, je peux vous apporter des textes qui étayent ce que je vous dis là, le cachère est devenu un label de qualité. Un must. Un must. Le goy, le tamé qui ne comprend rien au cachère, il voit Oyo, il achète parce qu'il dit, ah, les juifs sont là, donc c'est vérifié. S'ils ne disent pas qu'il y a du sandou, il n'y a pas de sandou, parce que vous savez que la farine américaine, c'est un produit pharmaceutique. D'accord, etc. Je peux parler des heures là-dessus. Et donc, pour eux, ils savent que ça a été contrôlé, qu'il n'y a pas le produit qui n'est pas marqué. S'il y avait un produit, il serait marqué. Et donc, ils mangent en toute confiance. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne l'unité, vous ne pouvez pas vous imaginer le pléthore de labels cachers qu'il y a aux États-Unis. Il y a presque un label par rue.
Et aujourd'hui, sachez, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, c'est que nos matzot de Pessah de Rosinski sont vendus aux États-Unis. Parce qu'en fait, il y a 4 ans, j'étais le voir, le monsieur Lalouette, il perdait du marché, il perdait un marché parce qu'il y a beaucoup de galettes. Ah, le Dayan, il connaît très bien tout ça. Il perdait son marché parce qu'il y a beaucoup de matzot qui arrivent d'Israël. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi on ne s'ouvre pas aux États-Unis? Il me dit, mais quoi, vous croyez que les États-Unis vont vouloir nous asseoir? Je lui ai présenté 2 rabbinats, le Starkey et le Oyou. Il a pris le Starkey. Ils sont venus, ils nous ont donné quitus sur tout ce que nous faisons. Les galettes de Pessah Rosinski portent depuis 3 ans le label Starkey. Et pourquoi ils ne portent pas Oyou? Parce qu'il est trop cher. Il était 3 fois plus cher que le Starkey. C'est tout. Et il vend autant que Oyou. Ça marche. Et il a repris de... Bon, mais la taxe n'a pas augmenté pour autant. Hein. Merci pour cette précision. À propos de la question de la souffrance animale, on a quand même vraiment besoin d'être rassuré. On a bien écouté vos explications, donc, Monsieur le Rav Sheli, donc à propos de la méthode pour éviter la douleur, mais on peut aussi se poser la question de la compétence peut-être de ceux qui effectivement pratiquent la shrita. Et je voudrais savoir si vous avez des contacts avec l'association L214, puisque tout récemment il y a eu un scandale qui a été révélé de nouveau par cette association, avec une personne, un membre de l'association qui s'est infiltré dans un abattoir, alors je crois de la marque Bigard, et qui a noté donc des infractions graves concernant l'abattage rituel. Dans les journaux, il n'est pas fait mention de savoir si c'est kasher, halal ou autre, mais en tout cas, il mentionnait que des bovins étaient donc souffraient gravement après avoir été égorgés. Donc, je voudrais savoir. En fait, on vous demandait de nous rassurer quand même sur ces questions-là. Merci. Merci. Rav Sheli. Alors, je n'ai pas connaissance de quelle nature d'infraction ils ont trouvé, mais je peux supposer une. C'est de voir l'animal bouger après l'abattage rituel. L'animal tremblait et bougeait. Alors, il faut savoir déjà que ce que l'animal bouge, c'est un réflexe et ce n'est pas une souffrance. Et certains chercheurs disent que cela ressemble à un lézard auquel la queue a été sectionnée et on la voit continuer à bouger. La queue bouge. Il est évident que la queue n'a pas de douleur. Et l'animal, à ce moment qui bouge, c'est des réflexes et n'est pas une souffrance. Et plus que ça encore, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu a fait de sorte que l'animal bouge et tremble après l'abattage rituel, parce que cela aide à faire gicler tout son sang. Le fait de bouger, il y a plus de sang qui sort. Et comme nous l'avons expliqué, que le sang qui s'engorge dans la viande n'est pas du tout bénéfique pour le consommateur. Alors après, l'association de laquelle vous parlez, il faut savoir que je ne suis pas du tout connecté à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais j'aimerais bien prendre connaissance et pouvoir analyser. Je verrai avec le directeur. Je peux rajouter quelque chose? Pardon. Merci. Avec votre permission, je voudrais juste rajouter aussi qu'au niveau du consistoire, nous mettons en place une formation à peu près tous les 6 mois. Donc en général, ce sont les mêmes Shoratim qui y vont, mais aussi les nouveaux évidemment, que nous recrutons. Tous les 6 mois, il y a spécifiquement une formation de 4 jours, il me semble, 3 ou 4 jours, je ne sais plus pour être honnête, sur la formation simplement sur le bien-être animal. Donc c'est spécifique à cela. Et donc dans nos abattoirs, puisque vous savez que nous avons les vétérinaires qui passent, là aussi, c'est un contrôle supplémentaire de manière inopinée, pas pour la shrita ou pour la halakha, mais pour la partie bien-être animal, et nous n'avons jamais été retoqués. On prend une dernière question. Encore une? Non? C'est bon? Oui. Encore une question? Oui, allez-y. Moi, je voulais ajouter juste une précision concernant la question de madame, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence une fois du rabbin de la Moselle, monsieur Fison, et il a expliqué avec des détails et des précisions
comment l'animal il souffrait pas du tout. Et c'est des analyses qui ont été faites avec des électros, etc. Enfin, on a mis des palpeurs sur les. Ce sont des capteurs, des capteurs, absolument. etc. Et ça a été prouvé. Et ces analyses ont été portées au Goïm. Et malheureusement, aujourd'hui, l'inquiétude, c'est qu'ils continuent à dire que l'animal souffre avec l'abattage rituel. C'est complètement faux. Et voilà, je ne sais pas comment on s'en sort avec, parce qu'en Belgique, récemment, ils ont interdit carrément l'abattage rituel. Merci beaucoup, absolument. Donc, il y a un entêtement vraiment au niveau. Et je précise simplement que le grand rabbin Fison est aussi de métier vétérinaire, donc il connaît très bien, il a une vraie formation. Et c'est pour cela que c'est lui, alors voyez, c'est aussi un service gratuit, entre guillemets, dans le sens où c'est le consistoire qui prend en charge. Et le rabbin Fison, le grand rabbin Fison passe son temps devant l'Assemblée nationale, devant les députés, devant la Commission et devant effectivement aussi la Commission européenne pour défendre cette shrita. Étant un grand spécialiste, puisqu'il est vétérinaire, il se bat tous les jours pour. C'est un service du consistoire et pourtant, ça protège toutes les shritotes, même celles des autres ashgachot. Dites-moi. Je ne sais pas plus que vous. Par contre, je peux vous dire aussi que certaines organisations pour le bien-être animal demandent, exigent, auraient souhaité qu'on endort la bête avant de l'égorger. Pardon ? Avant de faire la shrita. Pardon, madame ? Ah, ça, c'est peut-être. Moi, je laisserai la réponse, c'est halachique. Bon. On a Rabbi Binyamin d'à côté, je n'oserais pas répondre, mais je préfère lui laisser. Hein, bon, ok, non, mais en tout cas, on a démontré que l'endormissement ou l'étourdissement, c'est le mot, de la bête, 2 fois sur 3, elle est ratée. Et elle souffre plus qu'avec la shrita. Ça a été démontré. Alors, si tu veux bien. On a parlé des artères carotides oui. pour expliquer l'absence de souffrance. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de l'artère vertébrale qui, elle, est susceptible de provoquer une souffrance? Ça se oui ou trouve, non? l'artère vertébrale. Très bonne question. Pour expliquer la question, nous avons dit que le fait d'avoir sectionné l'artère carotide, donc le cerveau n'est plus alimenté et la pression sanguine baisse, ce qui fait qu'il y a une perte de connaissance de l'animal aussitôt. Et donc, ce qui veut dire qu'elle ne souffre pas. Et donc, M. Miara pose une question, mais il y a d'autres artères, comme l'artère vertébrale, qui est plutôt vers la nuque, que lui continue à alimenter le cerveau. Et donc, il n'y aura pas de baisse de pression. C'est une très bonne question. Mais la réponse va vous surprendre. Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a une différence entre les mammifères qui sont autorisés à la consommation et ceux qui ne sont pas cachers. Dans la physiologie des choses, il y a le nerf carotide et le nerf vertébral qui vont alimenter le cerveau. Les animaux cachers, le nerf vertébral rejoint le nerf carotide avant d'alimenter le cerveau. Et donc, ce qui fait que dès que le nerf carotide est sectionné, les 2 nerfs se vident par là-bas et donc il y a la baisse de pression. Contrairement aux animaux non cachers, c'est mamash, on voit la Briat Hashem, c'est exceptionnel. Comment peut-on écouter ça et ne pas être ma'amin? Les animaux non cachers, l'artère cérébrale va directement au cerveau. Parce que ça, on n'a pas besoin de faire la shrita, on ne le consomme pas. Donc, on n'a pas fait de même sorte. Ce qui veut dire que l'artère vertébrale n'a pas de conséquences pour la souffrance de l'animal. Là, monsieur, j'ai le micro. Excusez-moi. J'ai le micro, je peux parler? Attendez. Ah, ça c'est une autre question, madame. Attendez, quelle question avez-vous posée? Pourquoi l'anesthésie est-elle interdite? J'ai le micro. En 2 secondes. Non, Oui, je vais, messieurs, s'il vous plaît. J'ai assisté un petit peu à tout ce que vous avez dit et que effectivement la souffrance, tout ça, c'est très subjectif et on ne sait vraiment pas du tout, scientifiquement parlant, si elle souffre ou pas. Ça, c'est une question. Moi, je crois que la meilleure solution, c'est pas manger de viande du tout. Il n'y a pas de problème. Ça. Bon, non, moi, je vais vous poser une question très délicate, puisque je suis ici devant des gens
des personnes très respectables, qui ont beaucoup d'autorité. Comment se fait-il que les produits cachers soient si chers, malgré tout, surtout dans les produits carnés? Alors, à telle enseigne que cette affaire, il y a des restaurants qui ne veulent plus faire du tout la cache-route, ils préfèrent vendre des produits laitiers. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que nous, les Juifs, qui ont plus ou moins une certaine responsabilité, et on veut aussi qu'on continue la tradition et ce que Dieu nous a donné à faire, d'aider on a compris, que ça soit monsieur. un peu moins cher, ces produits, et c'est ça, c'est très, très, très grave. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci. Une autre question, et on répondra aux deux. Je voulais juste, à propos des cartes d'abatteurs rituels, il y a des cartes d'abatteurs rituels qui sont distribuées au Grand Rabbin de France, il me semble, et ensuite elles sont distribuées au Lubavitch. Bon, j'enlève ça. J'enlève le masque. Oui, il y a des cartes d'abatteurs rituels qui sont distribuées au Grand Rabbin de France par, je crois que c'est le ministère de l'Agriculture, et ensuite elles sont distribuées à des Shoratim Lubavitch, à des Shoratim de la rue Pavée, etc., etc. Voilà, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il en était précisément là-dessus. C'est les cartes d'abattage. Donc on répond aux deux questions. Deux dernières questions. Alors, je vais commencer par monsieur. Merci. J'ai répondu en début de conférence, mais vous êtes le bienvenu. Je pense que vous n'êtes pas arrivé exactement à l'heure peut-être, ou vous n'avez pas entendu, mais je disais qu'en réalité, ce n'est pas cher à cause du consistoire en tout cas. Et j'expliquais au niveau des produits carnés que sur un kilo de viande vendue, donc prix consommateur, le consistoire récupérait 70 centimes au kilo. Donc je ne pense pas que c'est en tout cas cher par rapport à cela. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport au non cachère, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, pour manger cachère, il y a des intermédiaires supplémentaires. Et ça, on n'y peut rien, c'est à l'halakha. Parce que dans le non cachère, l'abattage se fait avec un coup de pistolet au niveau de la tempe de l'animal. Donc c'est fait par l'abattoir directement. Donc ce sont des salariés de l'abattoir. Mais alors que pour le cachère, il y a le salarié de l'abattoir, mais qui ne va pas toucher à la bête. Et il y a le chorette. Donc il y a ne serait-ce qu'un salaire supplémentaire, puisqu'il y a le chorette, mais il faut bien qu'il vive. Et comme je disais tout à l'heure au début de conférence, il prend la route à 10h du soir, et puis surtout, il a que ça comme Parnassa. Donc il a une famille, il faut bien qu'il vive. Donc il y a ça. Ensuite, il y a des intermédiaires qu'il n'y a pas. Lorsque vous partez d'un produit chez Bigard, on parlait de Bigard tout à l'heure et que ça arrive chez Carrefour, il y a un intermédiaire. Chez nous, il y a plusieurs intermédiaires parce qu'on a la cache-route, on a la cachérisation, donc on a des personnes qui sont là pour saler, cachériser, etc. Donc on n'y peut rien, mais c'est cela. Et encore une fois, en tout cas, le consistoire, je le répète, c'est 70 centimes au kilo. Pour répondre à madame, en fait, au niveau des cartes, non, monsieur, j'ai répondu, parce que... Je réponds à madame. Non, parce que monsieur voulait reprendre. Après, si vous voulez bien. Madame, au niveau des cartes en fait, la responsabilité, elle est napoléonienne, pardon, je suis un peu fatigué. Donc ça fait plus de 200 ans. Ça a été confirmé à chaque fois, évidemment, ce n'est pas depuis ce temps-là, je vous le concède, mais tous les 10 ans, chaque fois de façon qu'un ministère de l'Agriculture change, qu'un ministre change, on repart à zéro et il faut demander les autorisations. Alors maintenant, avec l'Europe, je ne vous raconte pas, c'est pire. Mais en tout cas, nous avons la responsabilité de ces cartes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous garantissons la qualité de la cache-route, la responsabilité des shochatim, mais aussi maintenant le bien-être animal aussi. Ça prouve que finalement, si on nous comprenait, comme aux États-Unis, madame parlait tout à l'heure de l'OU, c'est que c'est pas une mode pour rien du tout, c'est pas une mode gratuite de manger cachère, c'est que normalement c'est un label de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de sécurité halachique aussi. Pourquoi ces cartes sont distribuées telles quelles? En fait, vous avez nommé, vous avez cité d'autres hashgachot. Et ben, ça me permet de dire quelque chose, c'est que manger consistoire, c'est manger français aussi. Donc la qualité est différente. Toutes les autres hashgachot font leur abattage à l'extérieur. Donc si vous voulez manger d'autres hashgachot, avec plaisir, pas de problème. Mais vous allez manger polonais, roumain, ukrainien, etc. Donc c'est le choix de chaque personne. Nous, tous nos abattoirs sont en France et exclusivement en France. Ce qui n'est pas le cas d'autres choses que le Beddin, n'est-ce pas, Ravel qui est Beddin Badatz, pour vous faire plaisir. Donc voilà. Donc manger qualité, manger sain, c'est manger consistoire et manger français. Juste un mot.
Savez-vous combien un restaurateur paye de taxes par mois au consistoire? Pour des restaurants qui font plus de 200 couverts par nuit, par soir, ils payent 150 € par mois, pas plus. Je crie au scandale, moi. Ils payent maximum 400-450 € pour 2 mois. Monsieur Abensour, combien ils payent Monsieur Abensour, combien payent les restaurants? Pas plus. C'est pas la peine. Vous pouvez me faire confiance. On peut clôturer. Merci beaucoup pour votre attention.